fait, l'objet de notre présentation, c'est de présenter un petit peu les outils de suivi de la forêt, les outils en faveur de la connaissance des forêts pour pouvoir poser des diagnostics. Oui, voilà, merci Estelle. Euh, donc oui, tu peux passer à la suivante. Thierry Caquet nous a bien expliqué en fait l'importance de pouvoir poser un diagnostic, un diagnostic objectif sur l'état des forêts pour pouvoir se projeter, pour pouvoir décider d'actions concrètes sur le terrain. Et il a dressé un panorama des différents types d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Donc on a besoin déjà de se projeter face à cette évolution dont on parlait depuis longtemps, le changement climatique, mais dont on comprend les effets depuis une petite dizaine d'années en fait sur les forêts. Euh, on a besoin de se projeter, et donc on a besoin d'états des lieux les plus fiables possibles, les plus documentés sur ce sujet. Donc on a différents outils de monitoring des forêts en France. On a des dispositifs qui sont... ouais, voilà, merci Estelle. Des dispositifs qui sont en fait établis au niveau du gouvernement, et pour ça la France est quand même bien outillée. On a l'inventaire forestier national qui est porté par l'IGN, qui existe depuis les années 60 en réalité, qui mesure les forêts françaises chaque année. On a un système de suivi sur les santé des forêts qui est porté par le ministère. On a également des statistiques publiques au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, sur les récoltes de bois notamment. On a aussi des observatoires qui vont être hébergés, gérés par l'OFB, notamment sur l'équilibre forêt grands ongulés. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont pérennes. C'est des missions de service public, en fait, qui sont portées par les établissements que je cite ici. Et puis, on a des recueils d'informations qui sont plus réalisés dans le cadre d'activités métiers, voire des opportunismes liés à des actions concrètes. Donc, l'ONF, pour sa gestion forestière, met en place des inventaires. La recherche, on a vu pas mal d'illustrations dans la présentation de Thierry. Les acteurs socioprofessionnels, les interprofessions vont faire des enquêtes, les associations également, les citoyens. Euh, la différence, c'est que ces informations-là, parfois, sont un peu moins protocolées que les dispositifs pérennes d'observation. Mais tout ça fait un corpus de systèmes de monitoring et d'informations qui sont indispensables, en fait, à la connaissance de l'état des forêts et de la manière dont elles vont pouvoir évoluer dans le futur. Et donc, il y a un enjeu à mobiliser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la suite? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'état des forêts aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu peux passer à la suite? Voilà. Donc le premier enseignement qui est peut-être connu de vous, mais que la plupart des Français ne savent pas, c'est que la forêt française, en fait, est en très forte expansion depuis le minimum forestier qu'on établit à peu près aux années 1820-1840. Elle a doublé en 200 ans, cette superficie des forêts françaises, pour atteindre 31% aujourd'hui de taux de boisement. Ça, c'est documenté, c'est factuel. Et on a même un intervalle de confiance sur ce chiffre-là. L'expansion, elle se réalise sur tout le territoire métropolitain avec des vitesses différentes, mais c'est bien un phénomène de fond auquel on assiste. Et alors, si on passe sur la slide suivante, on voit qu'en fait, cette évolution historique, elle s'inscrit dans un temps profond. Et cette frise que j'ai empruntée à des collègues de l'ENS euh, montre, est un peu complexe, elle nécessiterait un peu de temps pour l'exposer, mais si on se concentre, donc elle montre l'évolution de la surface forestière en vert versus l'évolution de la démographie de la population en France. Et on voit que depuis l'époque moderne, en fait, c'est systématiquement corrélé négativement. C'est-à-dire que toute augmentation de population se traduit par des pressions sur les forêts, des défrichements et des dégradations forestières qui n'apparaissent pas sur cette slide, mais qui existent bien. Et donc, on a une corrélation négative entre l'évolution de la population et l'évolution des forêts. Et en fait, on assiste à une rupture de cette évolution-là à partir des années 1850, à partir du début de la révolution industrielle, où on a vraiment cette décorrélation avec une expansion de la population française très importante et une croissance forestière dans la slide que je vous présentais. Alors en fait, cette décorrélation sur la slide suivante, elle a été rendue possible par l'utilisation, en fait, de manière assez paradoxale, l'utilisation des énergies fossiles. Le début de l'époque de la révolution industrielle en France, ça s'appuie sur le charbon, euh, le charbon de bois. C'est l'image que je montre ici. Par exemple, les cristalleries Baccarat, j'habite à Nancy, avaient leur propre forêt, leur propre taillis. Ils alimentaient leur four avec le bois de taillis qu'ils récoltaient. En fait, à partir de l'émergence des énergies fossiles et du charbon de terre, ça va permettre de libérer fortement la pression sur les forêts, qui vont pouvoir regagner des terres. Et puis ça va permettre également toutes ces énergies fossiles
eh ben, d'améliorer, de développer enfin, des engrais chimiques qui vont permettre d'améliorer les rendements. Bref, tout ça concourt à libérer fortement la pression. Le charbon, le bois est toujours utilisé aujourd'hui en France, CF la question précédente, mais il a effectivement une part beaucoup plus faible. Euh, et sur la diapo suivante, on s'aperçoit aussi que cette révolution industrielle, elle a permis en fait de drainer les populations rurales. La France était un pays extrêmement dense, les campagnes étaient extrêmement peuplées en réalité. On était un pays, on l'est toujours d'ailleurs, avec des grandes villes qui sont en fait petites par rapport à nos voisins européens. Un pays très dense au niveau des campagnes et une désertification, une migration des populations avec une concentration de l'industrie dans des grands sites de production. L'énergie fossile, elle peut se déplacer. C'est comme ça qu'on va avoir des bassins qui vont se créer et qui vont drainer les populations locales. Et on voit bien sur cette carte l'évolution de la densité de population. Alors là, c'est sur le XXe siècle, mais c'est encore plus fort sur la fin du XIXe. Et donc tout cet usage massif des énergies fossiles à la place du bois va entraîner, à différentes raisons, une libération des terres agricoles, des prairies, et un boisement qui va se réaliser progressivement sur tout le territoire. Alors sur la slide suivante, voilà, on a cette dynamique de boisement au cours depuis le milieu du 19e siècle. Elle est enfin, il y a différents, selon les territoires, différents facteurs. Il y a notamment, et ça rejoint ce que je disais précédemment, des territoires ruraux, ici en montagne dans les Hautes-Alpes, qui étaient extrêmement en fait denses, extrêmement euh, comment dire, avec des pâturages ici en montagne extrêmement intensifs, et finalement des terres très pauvres. Et donc l'État, à partir de 1860, met en place la politique de restauration des terrains de montagne. Ça va aller jusqu'à de l'expropriation, hein. En l'occurrence, le village de Chaudun, il n'existe plus aujourd'hui. Les terrains ont été rachetés par l'État et les populations ont été déplacées. Euh, L'État met en place des politiques de boisement pour protéger les sols, notamment parce que ça générait en fait des crues et des inondations qui allaient jusqu'à Marseille. Et donc là, ça posait un vrai problème quand ça atteignait les villes, ces problèmes. Donc on a une vraie politique de boisement, de restauration de terrains de montagne. Au même moment, il y a la restauration des dunes. Le massif landais qui s'est boisé juste avant également pour des raisons de drainage de zones insalubres. Enfin, voilà, on a toute une politique assez volontariste dans cette France du milieu du 19e siècle là, euh, d'appropriation des terres, de développement d'une foresterie contrôlée. C'est l'époque de la création de l'école des forêts aussi, hein, qui fête ses 200 ans là. Voilà. Sur la slide suivante, autre facteur d'expansion des forêts, plus récent, là, à partir des années 1950, c'est le Fonds forestier national qui va permettre de planter beaucoup de résineux en fait en France euh, pour la reconstruction, notamment après la guerre. Et donc là, on a des plantations dans des territoires, comme je montre ici dans l'Aude, des territoires qui se sont profondément dépeuplés, avec des terres qui sont abandonnées, et donc des plantations résineuses qui apparaissent mais aussi de l'enfrichement. Là, on compare une photo ancienne avec une photo récente. On a aussi des enfrichements avec des feuillus qui se mettent en place. Et sur la diapo suivante, on voit bien ces enfrichements feuillus. Ici, c'est la colonisation du frêne dans les Pyrénées qui gagne en fait les anciennes estives et qui colonise tous les terrains abandonnés. Voilà. Sur la slide suivante, aujourd'hui, on se retrouve avec une forêt qui est majoritairement privée, puisque tous ces territoires euh, gagnés par la forêt sont essentiellement des terrains privés d'anciennes cultures. Donc 75% des forêts privées. Et en fait, on a une multitude de propriétaires forestiers. On estime à 3,5 millions de propriétaires forestiers. C'est un chiffre qui est difficile à estimer, notamment parce qu'il n'y a pas de recensement très fiable via le cadastre de la nature de culture. Et on a énormément de propriétaires forestiers qui ont des très petites propriétés. Ici, c'est la taille des parcelles sur une commune dans le Limousin. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de très petites forêts. Et ça constitue clairement un frein à la mise en gestion des forêts, ou en tout cas une gestion, par exemple, une gestion adaptative des forêts. C'est vraiment une caractéristique assez forte de la forêt française, c'est l'importance des forêts privées et le morcellement très fort du foncier forestier, euh, qui, qui- qui a des contraintes sur la possibilité de mobiliser les bois notamment et de gérer les forêts. Voilà. Sur la suite, on a une forêt aussi, une des conséquences, c'est qu'on a une forêt extrêmement mélangée en essence en France. Les résineuses, si j'ai dit qu'il y a eu des plantations résineuses à différentes périodes, elles restent quand même euh,
je vais pas dire marginales, mais elles sont bien inférieures à la quantité de forêts feuillues en France. Et par rapport à nos voisins, c'est vraiment une caractéristique. On a à peu près 4 millions d'hectares de forêts résineuses en France, sur un total de 17 millions d'hectares. Donc on a énormément d'essences avec une diversité assez forte liée à nos contextes climatiques de la France, notre diversité d'altitude. Donc on a vraiment une richesse. Thierry tout à l'heure parlait de la possibilité de s'appuyer sur la sélection génétique. On a un patrimoine génétique dans nos forêts, une diversité d'essences et probablement un patrimoine génétique très important dans nos forêts françaises. Et puis une autre caractéristique sur la slide suivante, c'est qu'on a des forêts qui sont souvent pas, voire peu gérées, parce que ce sont des forêts voilà, en lien avec le morcellement, des questions d'accessibilité des forêts. Il y a beaucoup de forêts récentes qui sont en montagne ou pour lesquelles il n'y a pas eu d'aménagement de la desserte. Euh, qui dit forêt de petite superficie, qui dit forêt feuillue, pardon, non entretenue, dit une rentabilité de l'exploitation très faible, donc pas de récolte potentiellement. Et puis il y a beaucoup de propriétaires, soit qui s'ignorent, soit qui ne souhaitent pas forcément gérer ou récolter leur forêt. Ils en ont le droit aussi, c'est pour certains. Donc au final, on a des forêts en France. Ça, c'est l'enseignement vraiment important. On a une grande diversité de forêts. Et on a aujourd'hui une forêt qui s'accroît en superficie et en volume. Et sur la slide suivante, voilà, je montre l'évolution du stock de bois en forêt depuis qu'on a des statistiques récentes de l'inventaire forestier national, depuis 1985 ici. Et on montre que ce stock de bois en forêt augmente continuellement. Il atteint aujourd'hui presque 2,8 milliards de mètres cubes. Cette augmentation se réalise chez les feuillus, qui sont donc majoritaires en France, et qui le restent clairement, et aussi chez les résineux. Et donc c'est cette augmentation du stock de bois en forêt qui va permettre, qui constitue en réalité ce puits de carbone. C'est la variation du stock qui génère ce qu'on appelle le puits. Et donc c'est pour ça que la forêt a un rôle aujourd'hui d'atténuation. Rôle d'atténuation qui se poursuit aujourd'hui hein, au niveau national, mais avec une intensité moindre. Le stock évolue moins vite, augmente mais moins vite qu'avant. Et puis on a des régions où on a des situations qui sont un peu diverses, avec certaines régions où effectivement les mortalités conjoncturelles sont très fortes et dépassent en fait la capacité d'accroissement aujourd'hui. Donc à suivre de près ces régions-là. Voilà. Sur la slide suivante, on observe, Thierry en a parlé, une augmentation forte de la mortalité des arbres au cours des 10 dernières années. Hein. On a un doublement en réalité au cours des 10 dernières années de cette mortalité, qui est quelque chose vraiment de tout à fait nouveau, de tout à fait inédit dans les archives, même si l'intensité reste encore inférieure à l'accroissement biologique, et donc le stock continue bien d'augmenter, et donc on reste bien à puits de carbone. On est vraiment très attentif, vous voyez l'allure de la courbe, c'est assez inquiétant. Euh, donc pour conclure, sur la dernière diapo de ma partie, quelques conclusions. Euh, cette extension des forêts, elle a entraîné une formidable diversification de la forêt française. Et ça, pour moi, c'est une vraie chance, en fait, qu'on a dans le contexte d'adaptation. On a une forêt qui est extrêmement diverse. Ça veut dire qu'on n'est pas enfermé dans un modèle ou dans un autre. Et on a cette capacité d'agir, de tester différentes options. Thierry l'a bien évoqué. Il y a différentes stratégies possibles. On peut le tester au cas par cas dans différents territoires. On a à la fois de l'ensauvagement et de l'intensification, le tout dans une gestion qui reste durable aujourd'hui, puisqu'on a quand même un taux de prélèvement qui reste inférieur à 100%, et on a un contexte de gestion durable, un cadre de gestion durable avec le code forestier notamment, et les plans de gestion en forêt privée. Voilà, on a une forêt en gros à peu près sous contrôle. Euh, les forêts sont des alliés contre le réchauffement. On a bien vu qu'elles séquestrent aujourd'hui plus de carbone qu'elles n'en émettent. Elles en sont aussi les victimes. Thierry a bien illustré tout ça dans sa présentation. Et puis ce qui me semble important de dire ici, c'est que le puits de carbone actuel, en fait, c'est le résultat des pratiques du passé, c'est ce que je vous ai montré. On atteint aujourd'hui ce niveau de stock et cette augmentation du stock du fait de ces boisements anciens, du fait de cette déprise agricole, du fait de cette gestion encore faible des forêts françaises, avec beaucoup de forêts pas, voire peu gérées. Euh, mais la question, c'est comment on passe au puits de carbone de demain. Et ça nécessite effectivement de se projeter dans de l'adaptation, puisqu'on a ce changement climatique qui vient nous percuter et qu'on, dans une dimension, une importance tout à fait inattendue. En tout cas, si on le savait conceptuellement, là, on le voit dans la vraie vie.
Donc on a vraiment ce besoin de gestion et de filière adaptative. C'est le système forêt-bois hein, qu'il faut adapter pour pouvoir bien gérer les forêts et continuer à séquestrer, notamment via l'usage des produits bois. Un enjeu important, du coup, ce décalage entre l'expansion des forêts, les lieux de présence des Français sur le territoire. On a un peu cette déconnexion entre forêt et, citoyens, en fait, et usagers. Donc il y a vraiment besoin de réinventer le dialogue entre les deux, euh, de se parler. Et puis, on a aussi besoin d'un monitoring qui est plus agile parce qu'on a des crises qui deviennent vraiment fortes aujourd'hui, et on a des outils de monitoring qui, s'ils sont puissants, étaient bien conçus et utiles dans un mode où les choses évoluaient lentement. Et là, on voit l'accélération des changements fait qu'on a vraiment besoin de monitoring plus agile et donc de partager de l'information, de s'appuyer davantage sur la télédétection, d'avoir des enquêtes et de combiner en fait les sources d'information. Et donc là, je passe la parole à ma collègue Estelle qui va nous parler de l'Observatoire des forêts françaises, qui est justement ce lien. Estelle, on ne vous entend pas. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'Observatoire des forêts françaises est né d'un constat aux Assises de la forêt et du bois en 2022. Un constat qui a déjà été traité dans ce début de webinaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des forêts qui rendent beaucoup de services, qui représentent beaucoup d'enjeux, qui sont soumises à des pressions qui vont croissantes, notamment les changements climatiques. Et donc pour faire une gestion durable qui soit efficace et pertinente, on a besoin d'informations pour tout simplement avoir des bons diagnostics à l'échelle des territoires comme celle des forêts. Et devant la masse d'informations qui existent, mais qui étaient disséminées chez différents acteurs producteurs de données, euh, le gouvernement a décidé de mettre en place un observatoire commun, partagé, pour rassembler et aider à diffuser l'information forestière au plus grand nombre de façon simple et compréhensible. Donc c'est un site web que je vous invite à aller visiter, puisque je pense qu'il pourrait vous être utile. Vous pourrez y trouver des synthèses, des analyses, des explications rédigées par des experts, mais aussi avoir accès à des cartes, des couches cartographiques, des flux de données, des tableaux, des graphiques, des services numériques qui vous permettront de justement poser des diagnostics avec des informations de référence en fait. Euh, on est encore un site web assez nouveau, on a encore beaucoup de choses à développer en 2025-2026. Donc je vous invite à aller rejoindre notre nouvelle newsletter que nous lançons ce mois prochain pour suivre l'actualité de l'Observatoire qui va encore beaucoup s'améliorer. Alors, les clubs thématiques d'experts, on a choisi une approche thématique en fait pour l'instant. Et nos contenus, nos analyses sont rédigés par des experts qui connaissent leur métier, qui proviennent de notre comité stratégique des partenaires que vous voyez en bas de la diapositive, mais aussi des experts qui n'en font pas partie, de centres de recherche, de l'INRAE par exemple, du FCBA, d'associations, pour justement essayer de partager l'information et de dresser des constats qui soient euh, partagés. Donc on s'est concentré pour l'instant sur 6 thèmes qui nous ont paru importants, qui vont s'enrichir bientôt sur la gestion forestière et l'équilibre forêt ongulé et les habitats forestiers. Euh, à côté de ces pages thématiques qui rentrent un peu dans le vif du sujet, je vais vous présenter un service interactif qu'on a développé pour l'Observatoire. Hop, en live. Est-ce que vous... Ah non, vous voyez pas mon écran. Petit instant. Là, on est sur le kit d'indicateurs clé en main sur un Ah, territoire. pardon. Je voulais vous présenter le site en direct. Je suis pas sûre de... Voilà. Tac, là. Vous voyez le service? C'est bon. Oui, oui, on Super. voit. Donc ça, c'est un service qu'on a développé pour permettre aux utilisateurs d'avoir des informations vraiment clés en main à l'échelle de territoires, donc de régions, des départements, les parcs naturels, qui vous permettent en fait d'avoir des indicateurs simples sur l'évolution, l'état des forêts, que ce soit la superficie, les forêts privées, forêts publiques par exemple, les types de sols, les essences principales, l'évolution du volume des bois également. En forêt, on aperçoit bien ici le ralentissement de la croissance. Également l'évolution du bois mort au cours du temps.
l'évolution des flux de bois. Ici, c'est pour la région Bourgogne-Franche-Comté. On s'aperçoit que les flux de bois deviennent négatifs à cause d'une production, à la fois d'une production qui diminue, de prélèvements qui augmentent et de mortalité qui augmente dû au dépérissement. Euh, En plus de ces indicateurs généraux sur l'état et l'évolution des forêts, qui est la première base pour un diagnostic de territoire forestier, on a également dans les pages thématiques rédigées par les experts de nombreux indicateurs plus spécifiques. Ici, par exemple, sur la santé des forêts, vous aurez des indications sur les volumes d'arbres morts qui augmentent, sur la part des produits accidentels, par exemple, de l'ONF, qui varie également au cours du temps. Des explications sur la mortalité des branches, les déficits foliaires qui augmentent également. Vous aurez des explications sur l'origine de ces dépérissements et de ces mortalités, sur les parasites et les bioagresseurs, et également l'impact des changements climatiques sur ces évolutions dramatiques. Euh, Vous trouverez également, par exemple, un article sur les projections attendues de ressources en bois, en prenant en compte les changements climatiques et les réponses des politiques publiques et de la filière. On reviendra également sur les incendies de forêt, avec ce que disait Thierry tout à l'heure sur l'extension du risque feu de forêt à la fois dans le temps et dans l'espace, assorti évidemment d'explications sur les enjeux, sur les mécanismes qui poussent ce risque à augmenter. Notre club biodiversité a également développé toute une application pour se rendre compte de l'évolution spatiale des espèces. Ici, on aperçoit l'évolution du chêne pubescent en France. On aperçoit bien que partout où il est, enfin c'était plutôt une espèce du sud de la France, mais on aperçoit que dans toutes les régions où il est observé, on a de plus en plus de chênes pubescents, par exemple. On a de moins en moins d'épicéas, par exemple, dans le Grand Est, mais de plus en plus de chênes pubescents dans le sud. Euh, Si on s'intéresse à l'atténuation de l'effet de serre et au carbone, on trouvera également des informations clés sur la contribution des forêts à l'atténuation de l'effet de serre. On verra le ralentissement du puits de carbone également. Enfin, c'est-à-dire que les forêts continuent à stocker du carbone, mais de moins en moins vite. Euh, et donc, si je fais la synthèse, vu le temps qui passe, hop, si je reviens là. Sur l'adaptation en tant que telle, on n'a pas d'indicateur synthétique à vous proposer. En revanche, notre club adaptation, qui travaille en étroite relation avec le RMT à Force, dont tu as déjà parlé Thierry, euh, euh, a déjà produit des synthèses qui vous permettront de, par exemple, de rentrer un peu dans le détail de tout ce qu'a présenté Thierry assez rapidement en début de webinaire. Vous y retrouverez des explications, des guides de bonne pratique et des outils d'aide à la décision comme Climessence et BioClimSol, qui sont à des échelles beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus proches de la forêt que la forêt de mon territoire, qui est beaucoup plus tournée vers un diagnostic de territoire. Ici, Climessence, c'est beaucoup plus sur un diagnostic forestier. Et je ne voudrais pas déflorer la présentation d'Éric Payassa. Je vous propose de passer aux questions sur cette partie-là. Euh, Un grand merci Antoine et Estelle. Donc on a peut-être quelques questions. Merci déjà pour les ressources. Bon, j'ai mis le lien de l'observatoire dans le chat, mais si vous voulez peut-être compléter en mettant d'autres liens, c'est avec plaisir. On a une petite question de Anaïs Tissot, donc c'est plus pour une bonne compréhension. Donc elle explique dans la présentation de Monsieur Keke, il a été dit que les puits de carbone avaient diminué ces dernières années. Or, Monsieur Collin nous dit que dans sa présentation, question qui, dans sa présentation, que les forêts stockent plus de carbone qu'avant. Donc, est-ce que cela veut dire que la diminution de puits de carbone est due à une augmentation des émissions de CO2 en forêt? Voilà, c'est plus pour clarifier ce point. Si Antoine voulait répondre. Oui, merci. Alors effectivement, ce que je montrais, c'est que en fait, ce qu'on appelle le puits de carbone, en fait, c'est une évolution positive du stock, en réalité, au cours d'une période. Euh, donc, historiquement, on avait un stock qui augmentait fortement, parce qu'on avait une production biologique qui était plutôt croissante. On avait des conditions climatiques qui étaient plutôt favorables, en réalité, et puis on avait une mortalité qui était faible, peuplement qui était plutôt jeune, assez peu de crises sanitaires et des prélèvements voilà, qui étaient assez stables. Au cours des 10 dernières années, on a des conditions climatiques qui font que la
production biologique diminue, en fait, les arbres ont moins d'eau. On a également la mortalité qui augmente à cause de crises, à cause des incendies, euh, à cause de différents facteurs. Et puis on a des prélèvements qui augmentent aussi un petit peu, en lien d'ailleurs avec ces crises aussi, puisque la filière essaye de récolter ses bois. Donc en fait, le stock évolue moins vite. Donc on a toujours une accumulation de carbone en forêt, le stock augmente toujours, mais moins vite. C'est ça l'explication. Ça ne veut pas dire que les forêts se mettent à émettre, et les forêts françaises n'émettent pas de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, elles en émettent, mais elles en absorbent plus qu'elles n'en émettent. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est important de le rappeler. Super, merci beaucoup Antoine. On avait une petite question. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Ah oui, on a une question de Gaëtan en tout début de votre présentation, Antoine, qui demande si vous pouvez préciser la définition de signe de gestion sylvicole. C'était Oui, dans... alors c'est effectivement, merci pour cette question. C'est assez compliqué en fait avec un inventaire forestier on n'a pas en fait la connaissance des pratiques de gestion. On ne connaît pas en fait le gestionnaire forestier. C'est une enquête anonyme. On va chez les propriétaires, mais on ne connaît pas les propriétaires. Donc en fait, on a des indices en forêt. Par exemple, on va avoir des souches, on va avoir des ornières, on va avoir des layons, des cloisonnements, c'est-à-dire des endroits où vont pouvoir circuler les engins. Voilà, on va avoir différents indices qui vont nous permettre d'identifier s'il y a eu une gestion au cours des 10, 15 dernières années ou pas. Donc c'est ça l'information que j'ai utilisée dans la carte que je vous ai présentée. Ça ne veut pas dire que les forêts sont jamais gérées, ça veut dire qu'au cours des périodes de temps récentes, on a vu zéro trace de gestion. Super, merci beaucoup. Peut-être une question plus pour Estelle. On a Emmanuel Bestot qui demande si les données sont exportables pour un usage SIG local. Oui, on a une interface cartographique qui normalement met à disposition au téléchargement toutes les couches qui sont à l'écran. Donc en théorie, on devrait pouvoir récupérer assez facilement dans un SIG, oui. Super. Oui, puis on prévoit de diffuser, en fait, actuellement je crois que c'est plutôt des CSV, hein, mais on est en train de migrer vers un site dans lequel on pourra récupérer des données en flux, des données qui sont stockées sur la géoplateforme et qui pourront être réutilisées, qui seront accessibles en flux et notamment en JSON qui pourront être intégrées dans des SIG, effectivement. Ok, super. Donc, pour que tout le monde soit au courant, donc les données sont pas encore téléchargeables les données brutes sont pas encore téléchargeables, elles le seront d'ici le mois prochain. Pour les Donc, graphiques, oui. J'ai répondu à la question directement dans ouais. le chat. On y travaille. Dès le mois prochain, normalement, c'est bon. Ok, super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent être posées dans le chat ou... Ah, on a une question de Émilie Luneau qui demande, a-t-on une évaluation de l'évolution de la part des forêts gérées par région? Alors oui, on a cette information-là. On doit vérifier si elle est bien disponible. Il n'y a pas de problème à la communiquer. C'est une information un petit peu nouvelle. On a communiqué l'an dernier, je sais dessus, mais je crois qu'on avait donné des chiffres nationaux. Et puis la carte que j'ai extraite ici. Mais on peut tout à fait effectivement la fournir par région et l'observatoire, on pourra ajouter cet indicateur dans l'observatoire à très court terme, effectivement. Ok, super. Très bien. Bah, on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a une question ou deux qui veulent être posées avant de passer à la prochaine séquence? Donc, pour rappel, ces données sont disponibles et vous pouvez bien sûr utiliser ces indicateurs clés en main sur l'évolution des forêts. Alors, on a Luc Laurent qui demande à quand la BD Forêt Hygiène version 3. Oui, merci pour cette question. Elle est très attendue, nous aussi en interne, on l'attend beaucoup. Nous y travaillons. Dès à présent, il y a ce qu'on appelle le masque forêt, qui est disponible sur à peu près la moitié des départements français, qui en fait est une couche qui montre en gros forêt, non forêt. Il n'y a pas d'attribut en fait pour décrire les forêts. Donc ça commence à être rendu disponible pour toute la France. C'est disponible via les géoservices de l'IGN. Et puis en parallèle, donc ça va être finalisé avant l'été hein, pour tous les départements français. C'est produit avec une technique qui utilise de l'intelligence artificielle. Et on travaille effectivement à la BD Forêt V3, qui est la carte des essences forestières,
Alors là, avec un planning un peu plus long et toujours basé sur de l'intelligence artificielle pour détecter les différentes essences. Voilà, donc on est dessus et il y a déjà des premiers produits qui sont disponibles en téléchargement.